Donc, bonjour à nouveau à toutes les personnes que je n'ai pas pu saluer et puis aux personnes que j'ai déjà vues. Avant de commencer la conférence et son sujet, donc la conférence qui s'intitule Colons contre zombies, petit guide folklorique de la main invisible et de la main d'œuvre à l'usage du capitaliste, je vais vous parler de quelques éléments de contextualisation, parce que j'ai cru comprendre, voilà, quand Jacques Serrano m'a invité, qui a une sensibilité aux objets, aux sujets de recherche et de leur constitution, avec la semaine de pop philosophie. Donc, je vais vous parler, voilà, un peu des projets que j'ai pu mener, d'où je viens, comment, voilà, le zombie a émergé. À travers certaines recherches ou a pu être croisé de plus ou moins au hasard. Ce qui permettra aussi de comprendre certaines idées, certains thèmes qu'on va retrouver voilà, dans ce petit parcours que je vous propose. Donc je suis commissaire d'exposition et théoricien de l'art et j'ai travaillé essentiellement sur un thème, enfin sur une série d'expositions autour de l'économie. Voilà, exposition d'art contemporain, mais pas que. L'économie comme matériau, comme objet esthétique et terrain de jeu. Et c'est un projet qui s'appelle Conte Fantôme. Il y a eu deux volets, qui s'appellent Transfert de fonds et les forces occultes, qui jouent justement sur les pratiques occultes de la finance, ou parfois le côté croyance ou créance qu'il peut y avoir dans l'économie. J'ai essayé d'aborder, voilà, avec les travaux des artistes, ces idées de convention, de valeur et aussi de fiction que peuvent amener voilà, l'art ou l'économie. J'ai aussi travaillé sur une exposition, c'est pas vraiment comment dire, ce n'est pas affilié à cette série qui s'appelle Conte Fantôme. Mais qui procède de la même chose et on va voir, voilà, qu'il y a des fils qui sont apparus. C'est une exposition qui s'est tenue au FRAC Nord-Pas-de-Calais à Dunkerque, qui s'est appelée Que fut 1848 et qui explorait un peu les liens que l'on pouvait retrouver entre l'année 1848 et tous les événements qu'il y a pu y avoir autour, avec l'art contemporain. Quels échos on retrouvait, voilà, parfois sous-jacents. Et on verra, voilà, un peu plus tard pourquoi j'évoque cette période-là. J'ai aussi été chargé de recherche et d'exposition pour Folklore, qui s'est tenu au Centre Pompidou-Metz et au Mucem, qui malheureusement a été, comment dire, montée, mais pas ouverte au public. Donc j'ai accompagné les commissaires d'exposition dans leur travail de recherche. Et dans le catalogue, j'ai écrit un court essai que je vais pas, je vais plutôt vous renvoyer à cet essai. Mais pour dire que c'est un peu la prolongation aussi de ces recherches, voilà, autour du folklore. C'est un court essai qui s'appelait Déracinement, déterritorialisation, défolklorisation. Pour le dire très vite, ça renvoie à des concepts que l'on va trouver ou des idées qu'on va trouver chez Barès, Deleuze et Guattari et Édouard Glissant. Alors bon, pour juste commenter un peu la notion de déracinement chez Barès, il y a cette idée de discours identitaire lié à la mort. Comment la figure du zombie est apparue dans mon parcours? Mais comme beaucoup de personnes qui ont grandi en France métropolitaine, elle est présente et plus que l'on croit. Et en fait, quand je me suis penché, voilà, sur la présente conférence, j'ai fait de drôles de découvertes et c'était un peu comme une collecte de folkloristes, à une échelle personnelle. Donc voilà. Comme beaucoup voilà, d'enfants, d'adolescents de l'époque, on glosait déjà sur ce qu'on pouvait
sur déjà ce qui se convenait, pardon, on discutait beaucoup qu'est-ce qu'on pouvait appeler morts-vivants ou zombies. On pouvait s'alimenter de récits, de livres, de télévision, de publicités pour des films qu'on n'avait pas le droit de voir, d'échanger avec des gens. Il y avait un passé aussi, voilà, en Europe, de fantômes, de vampires, mais aussi de morts-vivants. À y réfléchir, c'est une figure qui est là, mais qui ne nous appartient pas, ou pas tout à fait, puisqu'il y a des systèmes, enfin comment dire, des mouvements de réappropriation et des systèmes complexes de réinterprétation, voilà, à l'échelle de différents folklores qui se croisent. Et ici, j'emploierai le terme folklore dans un terme plutôt anglo-saxon. Donc voilà, tout un système complexe de réinterprétation et d'appropriation. Et des drôles de découvertes, par exemple, dont je vous parlais, c'est le manuel des monstres des règles avancées officielles de Donjons et Dragons. Voilà. Donc c'est un manuel de monstres où vous avez voilà toute une collection de créatures avec leurs pouvoirs, comment des chiffres pour les associer à des règles. C'est une traduction française de 1987, donc on en est quand même à la 4e édition. Qui a été publié en 79, mais l'ouvrage date de 77. Donc déjà, on arrive à une époque où voilà, le zombie est déjà là. Je vais vous montrer la photo et puis je vais vous dire un peu ce qu'il en est dit. Donc, ce sont des cadavres animés, je cite, hein, des morts vivants. Ils sont contrôlés par des clercs ou des magiciens mauvais. Ils obéissent à des ordres de difficulté et de longueur limitée. Ils sont près des cimetières, dans des donjons ou autres charniers. Il faudrait noter déjà que voilà, le clerc ou le magicien dont on parle dans Donjons et Dragons, ce n'est pas le Boko, donc c'est pas un sorcier vaudou qui va voilà, créer le zombie. Ce qui est intéressant dans le manuel, ou en tout cas ce qu'on peut souligner, c'est qu'il est lié au mal et que c'est une créature mauvaise liée au maléfice. Donc en fait, on est très loin du mythe caribéen d'origine, bien que en même temps, le zombie de Donjons et Dragons procède aussi voilà, d'un imaginaire européen. Mais c'est un zombie qui est implanté dans un univers médiéval fantastique et qui est interprété dans une perspective nord-américaine, on va dire. Et d'ailleurs, je parlais de drôles de découvertes, mais en allant chercher ce manuel pour voir voilà ce qu'on disait du zombie. J'ai retrouvé une fiche de jeu de l'époque où il y avait dans les capacités du personnage donc que j'incarnais une habilité à repousser les morts vivants. Juste pour un peu contextualiser aussi l'apparition de l'ouvrage, on est à un moment, j'ai envie de le dater ce moment, on est entre 81 et 89, donc on est entre l'élection de Ronald Reagan et le chute du mur de Berlin, et on a un film en 82, Poltergeist, de Toby Hooper, qui est produit par Steven Spielberg, où on assiste à l'effacement d'une culture et sa résurgence inconsciente. Dans Poltergeist, en fait, c'est le fil et l'éradication de la culture qui était présente avant l'arrivée des colons et sa résurgence, voilà, à travers des phénomènes étranges. 82-83, on est aussi dans Thriller de Michael Jackson. Voilà, donc pour contextualiser un tout petit peu, et puis on verra aussi tout à l'heure comment ça revient. J'ai effectué aussi des travaux de recherche sur le Revenant et leur rapport au texte, et notamment aux pièces de théâtre, mais en considérant le texte comme un objet technique. Voilà, on va dire que le Revenant, c'est une figure fantastique ou fantasmatique qui est corrélée à cet objet qui lui donne une existence.
Si je vous parle de ces travaux de recherche, c'est forcément les notions de hantise vont beaucoup revenir, mais quelque chose m'avait travaillé à ce moment. C'était une rumeur de guerre qui a circulé à partir des années 94 et entre la fin des années 90, pardon, avec l'intervention américaine à Haïti. Donc je vous en parle déjà maintenant parce qu'on en parlera un tout petit peu tout à l'heure. Donc voilà, je vous propose une sorte d'excursion, un petit tour folklorique mental très condensé. Vous allez voir que dans l'annonce, on a près d'un demi-siècle qui est parcouru, mais les exemples vont être, on va dire, très ponctuels. Et donc voilà, ce tour folklorique mental, ça prête très bien aux restrictions de circulation des personnes qui s'imposent à l'heure actuelle. Donc Colons contre zombies, petit guide folklorique de la main invisible et de la main d'œuvre à l'usage du capitaliste. Nous allons aborder, on va suivre plusieurs étapes. Il y en a 5, il y en a peut-être une que je mettrai entre parenthèses en fonction du temps que nous aurons. On va passer par une étape que j'ai intitulée Terreur surnaturelle, violence économique. La deuxième étape, c'est colonisation et folklorisation du zombie. La troisième, c'est le zombie et son modèle économique. Quatrième partie, peut-être qu'on mettra entre parenthèses celle-ci, mais on verra, j'aimerais bien quand même l'aborder, puisque finalement, elle reprend la petite anecdote et rumeur de guerre dont je vous parlais. Et la cinquième partie, c'est une partie que j'ai intitulée Désenvoûtement, dézombification. On fera un détour par Paris en 1961, à Paris en 1842, on sera à Port-au-Prince le 8 février 1986, aux États-Unis en 1995 et enfin à Haïti entre 1791 et 2017. Et nous finirons voilà, par des choses autour de l'art contemporain et une artiste en particulier. Donc cette première partie sur la terreur surnaturelle et la violence économique, j'avais envie de commencer la conférence avec cette phrase-ci. Les zombies, croyez-moi, sont plus terrifiants que les colons. Donc en fait, on peut lire cette assertion dans les damnés de la Terre, qui est paru en France en 61, donc quelques jours avant la mort de son auteur en décembre aux États-Unis, et quelques mois avant l'indépendance du pays pour lequel il s'était engagé auprès du Front National de Libération, l'Algérie. Et cet auteur, c'est Frantz Fanon, mais qui avait opté pour le nom, enfin le prénom d'Ibrahim. Il est natif de Fort-de-France en Martinique en 1925 et c'est un descendant d'esclaves en provenance d'Afrique. Donc en 61, quand les damnés de la Terre paraissent, on est en pleine décolonisation. Et on est en même temps dans les prémices de la vague zombie. Hein. Romero, on en parlait, c'est 68. Oui, c'est ça, 68. On arrive à ce moment où le zombie va prendre voilà, son ampleur contemporaine. Donc, qu'ont-ils de plus terrifiant ces zombies? Alors encore quelques éléments de contextualisation par rapport à l'ouvrage de Fanon. En fait, pour le résumer très rapidement, Les damnés de la Terre met au jour une analyse des processus psychiatriques sous-jacents à la violence se jouant entre colonisés et colonisateurs. L'ouvrage met notamment en avant un phénomène de dépersonnalisation et Fanon revient à plusieurs reprises sur le mécanisme qui s'exerce sur les colonisés. L'ouvrage et la phrase qui en est extraite, hein, donc les zombies, croyez-moi, sont plus terrifiants que les colons. L'ouvrage s'ouvre avec un chapitre qui est intitulé De la violence. Et Fanon argue dans cet ouvrage, dans ce chapitre, et je le cite, que la décolonisation est toujours un phénomène violent. La remise en question de l'organisation d'une société, qui plus est cloisonnée, hiérarchique et coercitive, ne peut passer, selon lui, que par la violence.
Ce qui est dit aussi dans ce chapitre, c'est qu'il y a un retour du corps, et on pourrait dire quelque part comme un retour du refoulé. Ce retour passe par le corps du colonisé et par ce que Fanon appelle la tension musculaire. Voilà, il revient beaucoup sur la violence physique et la violence corporelle. Pour préciser, hein, Fanon s'appuie voilà, sur des travaux d'analyse, d'observation, hein, quand il a écouté voilà, des patients algériens leur raconter leur traumatisme ou les choses liées voilà, aux exactions des coloniaux. Donc l'allusion aux zombies, elle survient sur les rapports colons-colonisés. Fanon dit que ce sont des rapports de masse et qu'en fait, le colon, pour maîtriser cette masse, il oppose de sa force. Donc Fanon fait l'état de tension qui existe entre le colonisé et le colon, mais aussi avec le colonisé en prise avec lui-même. Fanon, il explique justement que cette tension du colonisé envers lui-même ou envers d'autres personnes qui sont colonisées est une sorte de préservation de sa personnalité, de son identité envers ses semblables. Il dit aussi que voilà, certaines luttes ne font que perpétuer de vieilles rancunes enfoncées dans les mémoires. Il y a une sorte de processus, si vous voulez, d'oubli ou d'amnésie qui se fait dans les esprits et dans les corps. Un point sur lequel on reviendra, me permets de le citer déjà maintenant, mais sur cette question de l'oubli, et nous y reviendrons à la fin de cette intervention, Fanon dit, je le cite, « En se lançant un muscle perdu dans ses vengeances, le colonisé tente de se persuader que le colonialisme n'existe pas, que tout se passe comme avant, que l'histoire n'existe pas. » Voilà, cette idée que l'histoire n'existe pas. Et cet oubli, chez Fanon, encore une fois, je le souligne, elle passe par le corps. Bon, il y aurait pas mal de choses encore à dire sur ces questions et sur ce qu'en dit Fanon. Mais un des points importants, c'est que, outre ces idées de vengeance ou de s'en prendre à soi-même ou de s'en prendre à son semblable, qui est une sorte de conduite d'évitement qui permet finalement d'éviter la lutte armée contre le colonialisme. Il y a aussi cette perte d'histoire et de mémoire, et il vient à nous parler de la religion, qui est un autre principe qui permet aux colonisés de faire abstraction de l'existence. C'est-à-dire que finalement, en s'investissant dans la religion, le colonisé dit que le sort qu'il subit est choix à Dieu, à une sorte d'entité supranormale ou supraréelle. C'est une autre déperdition de l'histoire, hein, on peut dire, d'une dépossession, puisque finalement son récit, le récit du colonisé, appartient aux mains de la divinité. Donc le colon, quelque part, dans cette interprétation, on va dire, religieuse, ou cette approche religieuse, le colon est aussi déresponsabilisé. Celui qui est coupable d'exaction est finalement déresponsabilisé, et la violence devient inutile et stérile. Et c'est à ce moment-là que le zombie survient. Fanon en vient et là c'est Fanon que je cite à nouveau, il en vient aux mythes terrifiants à travers lesquels le colonisé va puiser des inhibitions à son agressivité. Donc Fanon ensuite énumère un bref inventaire des créatures, souvent considérées d'ailleurs comme surnaturelles par l'oppresseur. Hein, on reviendra sur le terme de superstition, hein, souvent péjoratif de la bouche de l'oppresseur. Ces créatures considérées surnaturelles par l'oppresseur, elles permettent à l'oppressé de contenir ses pulsions violentes en dressant un mur d'interdit à son encontre.
Celle-ci se rappelle à lui s'il s'écarte, si vous voulez, du code de conduite. Donc il nous cite les génies malfaisants, les hommes léopards, les hommes serpents, les chiens à six pattes et donc les zombies. En fait, ces créatures-là érigent des lois et des interdits qui se doivent être, comme le dit Fanon, beaucoup plus terrifiants que le monde colonialiste. C'est-à-dire que la croyance aux zombies, voilà, doit se faire plus importante que le colon. Je soulignerai, avant de passer à notre deuxième partie, que la violence du colonialisme passe par un phénomène d'acculturation, voilà, qui a connu on pourrait dire sans doute son apogée avec l'esclavagisme des premiers temps et la coupure de la traite, pour reprendre l'expression d'Édouard Glissant. Donc cette coupure de la traite qui est double ou triple dans les territoires caribéens, parce que finalement les populations locales à l'arrivée des premiers colons ont été éradiquées. Mais pour les personnes en provenance d'Afrique, elles ont été coupées de leur culture, et une nouvelle culture ou une absence de culture leur a été insufflée à leur arrivée sur les territoires où ils étaient exploités. Voilà. Alors, j'ai juste évoqué très brièvement, voilà, les travaux d'observation de Fanon, mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est par rapport à la psychiatrie, comment lui se positionne par rapport à la psychiatrie qui était en cours, une sorte d'ethnopsychiatrie mise en place par les colons, par les Français en Algérie. Vous lire juste la petite note qui dit beaucoup aussi sur le phénomène zombie. Enfin, sans parler de zombies, puisqu'en plus on n'y est pas, mais elle me semblait intéressante, et surtout en rapport avec la position de Fanon. Donc c'est un ouvrage qui s'appelle Notes de psychiatrie musulmane, par le docteur Antoine Porot. Donc c'est quelqu'un qui a écrit, enfin qui a publié cette note en 1918. Il nous dit que la vie affective est réduite au minimum et tourne dans le cercle restreint des instincts élémentaires, nécessaires à la vie et à sa conservation, satisfaits avec cet automatisme régulateur que la nature a su placer à la base même de leur accomplissement. Donc on voit bien qu'aux yeux de ce psychiatre, finalement, un colonisé, même si il n'emploie pas ces mots, on n'est pas dans le même pays, on n'est pas à la même époque, mais qui a un semblant de ressemblance avec le zombie. Donc si la terreur surnaturelle parvient à occulter ou différer un rapport de domination qui s'érige par la violence, cette terreur surnaturelle vient aussi masquer une réalité économique. Et ça, nous y reviendrons. Donc nous abordons ce second point sur la colonisation et la folklorisation du zombie, où je me permets d'insister, c'est vraiment un voyage à travers cette vision du zombie dans l'imaginaire colonial. Donc à quel moment le zombie apparaît dans cet imaginaire-là? Il arrive au moment du mercantilisme, et avec une date, en 1697, on va dire le moment où il rentre dans la littérature. C'est avec le zombie du Grand Pérou, la comtesse de Cocagne, de Pierre Corneille de Blesbois. Voilà, qui se passe en Basse-Terre, en Guadeloupe, où l'auteur finalement parle du zombie, mais pas dans l'acception voilà, qu'on peut avoir aujourd'hui, de ce mort-vivant, de ce monstre contrôlé par quelqu'un d'autre, mais c'est plutôt entendu comme esprit, voilà, comme les religions des esclaves pouvaient entendre le terme avant qu'il ait, voilà, la signification qu'on connaît un peu plus.
Je ne vais pas m'étaler justement sur l'emploi dans ce livre, mais c'est intéressant de voir qu'il rentre dans la littérature sous le règne de Louis XIV. En même temps aussi, pour vous contextualiser, voilà, dans une perspective un peu folkloriste, des contes de Mamerlois de Charles Perrault. C'est le moment d'un protectionnisme, d'une intervention de l'État, d'une importance de la richesse matérielle et du métal précieux comme étalon de valeur. C'est aussi en même temps, enfin le mercantilisme, avec ce protectionnisme, c'est, comme on le sait, l'essor du commerce extérieur et des colonies. Et par exemple, 12 années avant la publication du Grand Zombie du Pérou, on a en 1685 la publication du Code Noir. C'est un moment où l'économie commence à se théoriser. Et on arrive en 1715, comment dire, à la mort de Louis XIV, on arrive au siècle des Lumières. Alors bon, bien sûr, le siècle des Lumières est quand même anticipé sous le règne de Louis XIV. Mais voilà, c'est un terme qui apparaît à ce moment-là et qui apparaît aussi, enfin on va faire une deuxième période et on va s'inspirer plutôt de Michel Foucault pour ce découpage de périodes. Le zombie apparaît dans ce qu'il appelle l'apparition de l'homme ou l'apparition du sujet. Donc en fait, pour comprendre cette apparition de l'homme, comment il la borne et qu'est-ce qu'elle signifie et comment elle va éclairer, si vous voulez, un peu pour nous la notion de zombie. C'est une période qui se déroule entre, on va dire, en fonction des dates de naissance des auteurs qu'il cite, entre 1720 et 1860. Donc on a un siècle et demi à peu près, où vous avez des penseurs comme Kant, Sade, Lamarck, Cuvier, Adam Smith, Ricardo, Schlegel, Bopp, et tous ont en commun de traverser une partie des XVIIe et XVIIIe siècles. La plupart connaissent les bouleversements sociétaux de la Révolution française de 1789, donc excepté Bopp, qui naît 2 ans après son événement. Smith, on peut l'accepter aussi, puisqu'il meurt en 1790. Mais pour Foucault, s'il cite ces auteurs dans la période de l'apparition de l'homme, c'est qu'il y a des matières conjointes, des disciplines qui apparaissent à ce moment-là et qui mettent, oui, voilà, l'homme, le sujet au centre. Donc c'est la philologie avec la science du langage, c'est l'économie politique, c'est une science du travail et de la production, de la biologie, c'est-à-dire une science de l'organisme. Donc le zombie va apparaître un peu dans ce contexte-là. Voilà, donc l'apparition qui va nous intéresser peut-être un peu plus, c'est au moment de l'industrialisation. Et je vais vous parler d'un texte qui est extrait d'un ouvrage, enfin d'un recueil qui s'appelle Les Français peints par eux-mêmes. Et donc en France, le zombie apparaît une seconde fois au cœur d'un récit d'écrit à caractère pittoresque. Donc on pourrait qualifier ces écrits de folkloriques si le terme de folklore n'était pas apparu un tout petit peu plus tard, en 1842, parce que cet ouvrage, enfin en tout cas le volume qui nous concerne est écrit en 1842. Mais vous avez déjà, avant l'apparition du terme folklore, avant son appropriation par les Français, beaucoup d'écrits pittoresques qui commencent à peindre les caractères des personnes qui vivent sur les territoires. Pour vous dire, les Français peints par eux-mêmes, ça porte le sous-titre d'Encyclopédie morale du 19e siècle.
C'est un récit de meurtre qui traite d'abord Paris, la province et les colonies, et c'est une série de portraits physiologiques qui s'attelle au type, avec aussi un registre un peu de caricature, mais aussi sérieux, avec voilà des considérations sur les mœurs, sur la vie des gens, et un peu voilà voilà des comptes rendus de la vie comme elle peut se passer dans certaines régions. Du côté des auteurs les plus connus, on a Balzac, on a Nodier, on a aussi Gautier, et du côté des illustrateurs, on a Daumier. Donc, dans le 3e tome consacré à la province, qui englobe les îles, les possessions coloniales dans un même ensemble, vous avez un texte qui est écrit par un certain Roosevelt qui s'intitule « Le Nègre ». Ce que l'on peut déjà un peu souligner dans ce titre-là, c'est que en fait, vous avez les Picards, vous avez les Gascons, voilà une entité, on va dire régionale, et vous avez ce titre-là. Alors, l'auteur est peu connu. Mais c'est intéressant un peu de creuser, enfin un peu connu ou pas connu, enfin en tout cas au niveau des recherches, j'ai pas réussi à cerner la personne. Il s'appelle Roosevelt. Donc Roosevelt, on peut savoir que son prénom commençait par L parce que l'éditeur des Français vus par eux-mêmes a publié un autre ouvrage de Roosevelt qui s'appelait Monsieur de Caradeux, Les Antilles en 1787, qui se passe à Saint-Domingue et qui relate notamment les atrocités de Papa Caradeux dans une sucrerie qui fait de ces Africains ces instruments vivants. C'est dans le livre, voilà, il parle. Ce Papa Caradeux considère les esclaves comme ces instruments vivants. Roosevelt, il a aussi écrit dans Les Français peints par eux-mêmes le créole des Antilles et le mulâtre qui précède le nègre. Les illustrations, bon, pour vous dire, c'est essentiellement Max Radiguet et Jules Guédreau. Et on sent que Roosevelt est quelqu'un quand même d'assez au fait. Les Français peints par eux-mêmes, même s'il y a un registre, voilà, de la caricature, de l'exagération, les gens étaient quand même, on sent que les gens étaient bien informés. On sent que ce Roosevelt est est informé. Donc s'il dresse un portrait des habitants exploités des Caraïbes originaires d'Afrique, non sans une charge, on l'aura compris déjà avec le titre, de stéréotypes, de préjugés, de moralisme et de condescendance à quelques endroits. Il entreprend plutôt un pamphlet sur l'abolition de l'esclavage, tout en se livrant à une tentative de réhabilitation d'individus exclus de facto des prérogatives de la République. Donc c'est un texte qui peut être intéressant à relire parce qu'il reprend un peu déjà à l'époque les éléments de discours, voilà, pour ou contre l'abolition de l'esclavage. Il emploie, voilà, il est très sourcé et en même temps, il peut se faire avoir par des faux, qui circulent. Voilà. Ce qu'il nous dit, voilà, donc vu qu'il y a quand même une charge qui essaye de défendre justement l'émancipation des esclaves, le texte nous va parler du travail, du loisir et finalement de la torture auxquelles ces personnes-là sont soumises. C'est à noter, par exemple aussi, que je vous parlais de la publication en 1842.
que vers 1848, on a un pic d'utilisation du champ sémantique autour de l'esclave et du salaire. Donc ce sont des ouvrages qui vont alimenter ces débats ou ces questions-là, où finalement des penseurs de la métropole et notamment de la Révolution vont s'inspirer de la figure de l'esclave pour la coller à l'idée de salariat et de l'émancipation de l'ouvrier, toute proportion et comparaison gardée. L'essai de Caradeux, de Roosevelt. Un point intéressant, c'est que quand vous le lisez, vous avez une récurrence des termes autour de l'esclave comme marchandise, comme d'un produit. Vous avez aussi une description, certes imagée à certains moments, mais sur le rapport à l'économie et à la finance. Vous avez aussi à certains moments cette idée que la France est ou en tout cas les gens qui exploitent les colonies sont aveugles à cette souffrance ou à la production de marchandises. Par exemple le sucre, le cacao, le tabac ou le café, comment sont-ils produits? Il y a une sorte d'aveuglement. Alors, tout à l'heure, j'ai indiqué que le terme de zombie était employé en qualité, en termes, avec une exception autour de l'esprit. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que le zombie, vous allez voir, est entendu aussi comme un esprit, mais que un peu plus tôt, l'auteur, Roosevelt, emploie, décrit sans la nommer un procédé de zombification, c'est-à-dire qu'à un moment on va prendre une personne, un sorcier va lui jeter un sort ou va le droguer, qui va le rendre comme mort, et ensuite il va être amené à la vie. Alors un des points intéressants de ce texte, il me semble aussi, c'est que comment tourner ça, la mention du zombie, la mention des croyances arrive aussi quand l'auteur parle du marronnage, c'est-à-dire des esclaves qui vont se libérer d'eux-mêmes et vont vivre leur propre vie en dehors du système de la plantation. Il parle donc que, en fait, dans ce système-là, vous avez, alors que je retrouve le passage, voilà, alors, voilà, donc il nous parle du, alors non, excusez-moi, je ne me retrouve plus. Voilà, donc il y a une idée un peu de rébellion, et il va parler justement de ce qu'il appelle les empoisonneurs, ou les devineurs et les sorciers. Il va nommer explicitement le vaudou. Il dit que ces empoisonneurs, d'ailleurs, préfèrent à la mort de l'exploiteur sa ruine. Et que finalement le châtiment le plus adéquat pour les personnes qui se vengent sera une revanche, on va dire, une revanche économique. Alors, avec le mancenillier, je vous cite Roosevelt, et quelques autres plantes vénéneuses des grands bois, ils dosent si habilement leurs potions suivant l'âge,
le tempérament et les habitudes de la victime qu'il est impossible de saisir le point de départ et et les périodes de ces affreux ravages qui marchent comme la vie vers une mort lente, quoique anticipée, une mort de torture sans convulsion, pente horrible vers le tombeau sur laquelle le mourant a l'affreux loisir de calculer le mouvement de sa chute, sans pouvoir se retenir, tandis qu'avec la conscience de son empoisonnement, il ne sait comment voir et repousser cette main noire qui est là, à ses côtés, le soignant et le tuant. Donc ici, on a un procédé de zombification qui est décrit avec un vivant qui est transformé en mort, qui peut en avoir conscience. Alors, ensuite, voilà la citation sur les zombies arrive dans cette partie où le marronnage est évoqué. Et il nous dit, outre sa croyance au maléfique, donc il parle de l'esclave, il est convaincu que les eaux profondes, les anses solitaires et les grands arbres morts sont hantés par des esprits malfaisants nommés zombies. Donc voilà, on revient sur la définition première. Alors, par rapport à cette apparition en 1842, j'avais parlé de la révolution industrielle. On est dans un changement d'échelle et on est dans un deuxième mouvement qui touche la France avec une mécanisation accrue qui fait de plus en plus appel à l'automatisme. On a un passage et l'extension de l'énergie hydraulique à celle produite par la vapeur. La taille des machines aussi vient augmenter. La mécanisation est de plus en plus systématisée. Les manufactures deviennent des usines. C'est un développement continental avec la croissance du chemin de fer. Donc en fait, l'être humain et notamment l'ouvrier, il perd en quelque sorte son échelle et son rythme se cale sur celui des machines de manière implacable. C'est une période d'ailleurs de bouleversements sociaux considérables à ce moment-là, parce que par exemple les crises de 1888, vous avez une combinaison de facteurs qui touchent l'agriculture, qui touchent l'industrie, l'économie, la finance, la consommation. C'est des crises aussi sociales et politiques. Vous avez une combinaison de tous ces éléments. Et ce que j'avais évoqué tout à l'heure un peu de manière un peu peut-être discrète, et ce qu'on parlait tout à l'heure sur la main invisible, sur la main d'œuvre, c'est un moment aussi où des corps opérants, des corps actants sont invisibilisés. Je vais vous lire d'ailleurs ce que dit Roswell à ce sujet. C'est un peu, on va dire, le processus de fétichisation qu'a théorisé Marx un tout petit peu plus tard, mais guère plus. Roswell nous dit « Puis les affaires se faisaient sur des rivages éloignés. Les réclamations et les cris de la marchandise se perdaient à travers les distances et les tempêtes de l'océan. L'oreille n'était pas troublée, la conscience sommeillait doucement sur les sacs d'écus, malgré leur odeur de sang. » Et il souligne d'ailleurs à ce moment voilà le paradoxe qu'ont pu avoir des Européens comme Voltaire ou par exemple la République. On est par exemple, comme je vous parlais de Voltaire, il y a cette citation que vous connaissez sans doute du Candide de Voltaire quand il rencontre l'esclave mutilé. Donc l'ouvrage est de 1759. Il y a cette phrase qui dit « C'est à ce prix-là que vous mangez du sucre en Europe ». En 1803, vous pourrez trouver par exemple un dessin une gravure d'après un dessin de Jean-Michel Moreau le Jeune qui est daté de 1772 mais qui est republié avec en premier plan un ballot de café, au second plan une mère de famille avec ses deux enfants et un collier d'esclavage, au second plan un esclave nu en train de manger sur la carcasse d'un cheval mort, et derrière un esclave qui reçoit des coups de bâton.
Voilà. Sur le basculement, on va dire, du zombie en tant que, comment dire, sur l'image du zombie en tant qu'esclave, je vais reprendre, je vais vous lire une traduction, alors qui n'est pas forcément, je reviendrai sur deux petits termes, mais sur la définition de Seabrook, qui est un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle L'île magique en 1929, et où apparaît la définition, on va dire, un peu plus, comment dire, un peu plus contemporaine, ou en tout cas qui fait plus écho à celle que nous connaissons aujourd'hui sur les zombies, et qui est liée, voilà, au travail et à l'exploitation du travail. Donc Seabrook. Il semblait que, ou ce qui m'a été assuré par des nègres plus crédules que Polynice, quoique le zombie venait de la tombe, ce n'était ni un fantôme, ni tout à fait une personne qui avait été levée comme Lazare d'entre les morts. Le zombie, disent-ils, est un cadavre humain sans âme, toujours mort, mais pris de la tombe et doté par la sorcellerie d'un semblant mécanique de vie. C'est un corps mort qui est fait pour marcher, agir et se mouvoir comme s'il était vivant. Les gens qui ont le pouvoir de faire cela vont sur une tombe fraîche, déterrent le corps avant qu'il n'ait eu le temps de pourrir, le galvanisent pour le mettre en mouvement et ensuite en font un serviteur ou un esclave, occasionnellement pour commettre quelques crimes, plus souvent juste comme bon à tout faire ou bête de somme, autour de l'habitation ou de la ferme, lui assignant de lourdes tâches insipides et le battant comme une bête stupide s'il se relâche. Donc là, on retrouve dans la définition, voilà, les attributs plus récents du zombie, et en même temps cette relation au travail acharné et au machinisme. Alors, ça peut paraître comment dire, cette corrélation, voilà, entre le zombie, la figure de l'esclave, le travail, peut paraître évidente, mais en même temps, qu'est-ce que cache ou qu'est-ce qu'occulte cette incarnation? C'est peut-être l'économie qui est latente dans les corps, et cette économie latente dans les corps est peut-être celle de la dette. Il faut savoir que le système économique de la plantation et les modèles économiques de ceux qui l'ont mis en place, c'est un système, alors je ne parle pas du système, comment dire, physique, je parle plus, voilà, du modèle économique. C'est un système d'entrepreneurs et d'endettés, c'est-à-dire que ce sont des gens, les colons, qui se sont lancés dans des aventures, voilà, mercantiles, qui ont levé énormément de fonds qu'ils devaient rembourser. C'est se demander, voilà, quel corps pourrait avoir la dette, et est-ce que le zombie ne serait pas une incarnation de la dette, en fait, si la dette ou ce système économique a tant de force pour exploiter des êtres humains. Donc voilà, si l'économie parvient à se faire oublier parfois avec tant d'aisance, c'est qu'elle articule aussi des facteurs propres au surnaturel. Si l'économie s'inscrit dans la réalité, les échanges ou les transactions sont gérés par des principes devenus incorporés et inconscients. Et l'endetté devient un rouage de la machine. Et on peut, en parlant de machine, se dire que le principe est le même quand la machine est abstraite ou quelque part logarithmique. C'est-à-dire qu'une dette, vous pouvez l'expliquer ou la mettre en logarithme. Et où vous avez une force, on va dire, le capital financier qui prime sur le capital travail. C'est-à-dire que la dette est suffisamment forte pour pouvoir, comment dire, mettre le travailleur ou l'exploité ou l'esclave en route et en même temps l'empêcher de se rebeller. C'est entre parenthèses, la dette, qu'est-ce qui pousse finalement les gens, et là je
je mets de manière très générale, à payer une dette, et surtout quand celle-ci, par exemple au niveau des colonies, n'a pas été contractée consciemment. C'est une dette qui a été imposée. Donc il y a quelque part dans la dette ou dans la forme que reprend la dette une sorte de croyance, voilà, qui va au-delà des corps. Je vais aller très vite sur ce passage, je peux peut-être le garder, je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Ouf. D'accord, alors je le garderai si on a du temps. Sur cette période du démembrement, enfin sur cette question du démembrement et de la rumeur dont je vous parlais. La dernière partie sur laquelle je voulais arriver, qui s'appelle désenvoûtement et dézombification. Alors désenvoûtement, c'est un clin d'œil à la sorcellerie capitaliste et pratique de désenvoûtement de Philippe Pignard et Isabelle Stenger. On va voir que peut-être dans l'art contemporain, plutôt que de vous parler de zombies ou de références aux zombies dans l'art contemporain, il y a peut-être un processus de dézombification. Je suis obligé de faire court sur le sujet. Et ce que je vous propose peut-être, c'est plutôt de parler directement de l'artiste, comment cette dézombification peut se manifester. J'ai choisi de vous parler de An Excavation of Us, donc le déterrement de nous, de Shirley Bruno. C'est un film qui dure une dizaine de minutes, qui a été produit par Le Fresnoy et qui appartient à la collection du CNAP, donc le Centre national des arts plastiques. Je vous en parle parce que comme ça, peut-être, ça vous incitera à le voir et à le trouver plus facilement. Où l'artiste a parlé, a fait l'écriture et la voix. Alors, elle est de nationalité américano-haïtienne, mais c'est pas la raison. Enfin, ça s'explique, mais c'est pas la raison pourquoi finalement j'ai choisi cet artiste pour parler, voilà, de zombies ou de dézombification, parce que finalement dans son film le terme n'est pas, le zombie n'apparaît pas, mais en même temps, si on analyse le film, il y a des points qui nous intéressent, ou en tout cas ont pu m'intéresser dans le propos pour vous amener ici. Le film, pour vous en parler, c'est un film qui se passe dans une grotte, qui mêle images réelles et images de synthèse. Vous avancez, on a l'impression d'avancer dans une grotte au long d'une rivière, et avec des ombres qui apparaissent. Voilà, c'est un peu comme un théâtre d'ombres avec des figures. Et c'est un film qui est centré autour d'une femme, Marie-Jeanne Lamartinière, qui s'est illustrée pendant des combats pendant la révolution haïtienne, sur lesquels, voilà, sur des figures féminines ou des figures révolutionnaires circulent à la fois des histoires inventées, des légendes, et Shirley Bruno se sert de ce double matériau. C'est une artiste qui, autant dans sa façon de faire, c'est-à-dire la prise de vue directe des grottes et les images de synthèse, que dans son rapport à l'histoire, elle va mettre ces deux éléments ensemble pour n'en faire qu'une chose. Donc c'est un peu, vous avez un film qui commence avec les descriptions, voilà, des tortures ou des sévices que les colonisés pouvaient faire subir les colons pouvaient faire subir aux colonisés. Et c'est une voix off qui parle, qui évoque qui fait avancer, si vous voulez, le fil de la narration avec quelques considérations, et avec ces ombres qui se déploient sur la grotte et qui montrent un peu
cette Marie-Jeanne la Martinière qui se fait poursuivre dans la grotte, qui tue des soldats et qui la capture et ensuite l'exécute. Mais en fait, le film ne se termine pas là. Il y a une deuxième partie, c'est-à-dire qu'après cette exécution, vous avez une sorte de résurrection ou de déterrement. On est toujours dans la grotte, mais il y a cette évocation à la fois de l'oubli et de la mémoire qui est inscrite dans les corps et dont les personnes, même si elles n'ont pas vécu ces événements, pourraient hériter. Alors c'est juste un petit détail dans le film, mais je me permets de le mentionner par rapport à ça, c'est qu'à un moment, dans la grotte, vous avez un symbole qui apparaît, un symbole vaudou, un VV, qui désigne un des dieux au Goufférail, qui est le dieu de la guerre, en fait, le dieu du feu, qui a parfois été assimilé à Dessalines, donc une figure de la révolution haïtienne. Et donc vous avez ce symbole qui apparaît au milieu de scènes en théâtre d'ombre de combats et de conflits. Mais dans ce film, il y a un peu l'apparition de l'histoire, comme finalement remède à ce que j'appellerais, et ça c'est une interprétation que je fais, mais contre remède à la zombification. Alors je vous cite un des passages qui illustre cela. Car cela était déjà écrit sur mon corps. Personne n'a jamais dit que la liberté n'a pas de prix et même après notre victoire, ils trouvaient le moyen de nous faire payer pour les terres qu'ils nous avaient volées et pour la perte de leur esclave. Vous essayez d'effacer les taches dans les livres, mais vous portez l'histoire sur votre peau. Voilà. Vous essayez d'effacer les taches dans les livres, mais vous portez l'histoire sur votre peau. C'est pour Shirley Bruno une sorte de résurgence de ces combats. Et ce que l'on peut observer chez les artistes contemporains, notamment les artistes qui traitent de la décolonisation. Je pourrais par exemple citer Sami Baloji qui est congolais, ou par exemple Mathieu Clayé-Béaboninck qui a travaillé sur ces questions-là, qui est plutôt originaire de Guyane. Tous ces artistes mettent au centre, il y a les questions de la colonisation, de l'esclavage, mais mettent l'histoire au centre de leur travail. C'est-à-dire que vous avez des artistes qui produisent des formes plastiques, mais avec énormément de recherche et une argumentation de l'histoire. Alors on avait commencé avec Fanon finalement, avec cette colonisation qui se veut, ce mouvement de décolonisation qui se veut passer par les corps et nécessairement violente. Il y a peut-être un autre mouvement de décolonisation qui s'attaque peut-être à la valeur, à la violence symbolique. Et peut-être terminer par cette phrase de Glissant, qui disait que nous n'avons pas ici de passé, par conséquent nous ne pouvons le dépasser. Voilà.
J'ai pas tout entendu. Juste un peu plus fort parce que j'ai entendu, mais avant de vous répondre, pour être. Ouais, okay. J'avais bien. Bah, c'est une question vraiment difficile à répondre. Enfin, c'est un grand chantier. Je me référais au film de Shirley Bruno. Elle dit que c'est un choix de se souvenir ou de s'oublier, quelle que soit, par exemple, la position que l'on occupe ou enfin que l'on occupe ou en tout cas la position où l'on se trouve. Y a un choix, mais elle dit que de toute façon ça revient toujours. Donc il peut y avoir le choix de, comment dire, de mettre les choses sous le tapis ou de les amener. Donc il y aura toujours une résurgence, surtout si les choses sont oubliées. Après le rôle de l'histoire, enfin le rôle, c'est un peu peut-être un peu péremptoire, hein, mais l'histoire a la possibilité de multiplier les perspectives, les points de vue. Donc voilà, c'est sûrement une des pistes à entreprendre en développant les recherches liées à l'histoire. Et je pense que par exemple les artistes contribuent à cette question-là. Je trouve que c'est intéressant. Tout à l'heure, je vous parlais de 1848. Mais le 19e siècle et la première moitié, c'est un siècle quelque part d'historiens. Énormément d'hommes politiques de tous bords sont historiens, et on s'aperçoit par exemple que les artistes aujourd'hui contemporains sont très axés sur l'histoire. Mmh. Je pense que j'aurais du mal à vous répondre comme ça.
Mm. 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 Oui, bah, ça reste une image en fait. Et je pense dans le texte, dans le texte de Fanon, il faut, voilà, c'est comme dans les textes que j'ai pu vous citer, la notion de zombie arrive, voilà, de manière très parcimonieuse. Vous citiez la préface de Sartre aussi, voilà, il y a le terme zombie arrive et c'est pas, comment dire. C'est pas une figure qui est développée. Après, c'est un rapprochement, ça reste une image qui peut être qui peut être imparfaite, mais qui est une façon de décrire un processus ou certaines choses. Je ne connais pas, enfin ça serait bien de s'y pencher, mais voilà la connaissance de Fanon sur le zombie. Voilà quelle était la connaissance qu'il avait ou voilà. Et c'est vrai que par exemple dans cette intervention. Disons que oui, enfin voilà, je pense que ça serait bien de voir, mais encore une fois, voilà, l'intervention était par rapport à cet imaginaire, on va dire l'imaginaire colonial ou comment c'est arrivé dans notre vocabulaire. Et si ça se trouve, là c'est une hypothèse, hein, Fanon était, comment dire, pétri de ce vocabulaire-là. Et c'est vrai que le zombie, comme j'ai pu en parler, n'était pas, voilà, une référence au mythe ou à la créature caribéenne, en fait. Donc forcément, hein, même quand on a commencé, on voit que ces processus d'acculturation ou d'oubli tout simplement, voilà, de culture, de provenance, produit du nouveau sens, des interprétations, parfois des sortes de syncrétisme, voilà, intellectuel. Voilà ce que je pourrais répondre.